Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, JB, Addiction et Psychédélisme, épisode 1. Le parcours d'un consommateur de drogue peut être marqué par un double mouvement. Un mouvement de fuite des enjeux et des responsabilités de sa propre vie, ou au contraire, un mouvement de rencontre intense de ces mêmes enjeux et responsabilités. Certains produits facilitent la rencontre, et d'autres la fuite. Mais ce n'est pas qu'une question de produit, c'est aussi une question de pratique. Le cannabis, par exemple, permet ces deux mouvements, s'échapper de soi ou plonger en soi, selon la manière dont on l'utilise. Et je précise qu'il n'y a pas de ma part de jugement moral. Après tout, vu l'état du monde, peut-on vraiment reprocher à qui que ce soit d'essayer de s'en échapper de temps à autre ? Mais cette différence me semble assez fondamentale pour comprendre pourquoi certains usages peuvent être bénéfiques aux consommateurs, parce qu'ils les encouragent à scoltiner la réalité et à la transformer, alors que d'autres, beaucoup moins. Le récit de JB est à ce niveau assez exemplaire. Il a 42 ans aujourd'hui, il est en couple avec une femme et ils ont un enfant. Son parcours de consommateur l'a entraîné pendant de longues années dans des addictions stériles, jusqu'à ce que certaines expériences l'emmènent à changer de comportement. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. J'ai grandi dans un milieu catho, parce que je crois que c'est ça qui me définit le plus et qui définit le plus ce que j'ai vécu après. Avec une mère très pratiquante et un père pas du tout, mais qui suivait un peu le mouvement donné par ma mère. J'allais à la messe quand j'étais petit. On était, je pense, ce qu'on appelait les classes moyennes, donc on n'a pas été malheureux, je veux dire que par rapport à plein de gens, on n'était pas à plaindre. Quand j'étais petit, je pense que c'était plutôt chouette, c'était un bon moment, on avait la chance d'avoir connu une paroisse qui était vraiment très vivante, avec beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, donc c'était plutôt des moments joyeux et chouettes. Alors après, ça c'était pour le contexte, après dans la foi, je pense que je me posais pas de questions, enfin je mangeais ce qu'on me donnait à manger sans trop me questionner, et puis j'ai pas été assez loin pour avoir ces réflexions, ça m'a juste lassé, et je crois que je m'y retrouvais pas, et j'ai mis un terme à ça, quoi. Alors c'est paradoxal parce que je pense que sur le coup, j'ai eu le sentiment je pense que j'étais un enfant heureux et en même temps, avec du recul, oui, je veux bien que on n'a pas été malheureux et en même temps, si, il y a toute une part de nous qui est complètement détraquée. On est une famille nombreuse et c'est rigolo de voir à quel point on a exactement les mêmes traumas aujourd'hui, les mêmes dysfonctionnements, à quel point on reproduit exactement les mêmes schémas qui sont bien le symptôme du fait qu'il y a eu un dysfonctionnement dans notre famille, quoi. Je suis issu d'une famille qui connaît pas l'amour, en fait, il y a une grosse carence affective et d'amour, parce que deux parents déjà qui s'aimaient pas trop, a priori, dans mes visions des choses. Et voilà, des parents très dysfonctionnels aussi en tant qu'individus, et des parents avec leur propre névrose ou leur propre trauma, mais qui ont élevé des gamins alors qu'ils auraient dû apprendre à s'élever eux-mêmes avant, quoi. Ou qui auraient dû travailler, mais autre génération, j'accueille ça sans souci, mais j'ai le sentiment d'être issu de parents qui n'auraient pas dû avoir d'enfants. S'il faut caractériser mon adolescence, ça n'a pas forcément été le pied. J'ai l'impression qu'il y a eu une grosse rupture, en fait, quand je suis sorti de la primaire, que je suis arrivé au collège, parce que la primaire, ce côté très cocon, et avec l'institutrice très maternelle, et arrivé au collège, moi j'étais minuscule, très peu pubère, en sachant qu'au collège on l'est pas forcément, mais en tout cas au début, arrivé dans un collège public, avec marqué en gros petit cateau sur mon front, dans mon attitude, dans mon aspect et tout ça, et j'étais brimé, clairement, enfin j'étais racketté et tout ça, donc ça a été vraiment horrible. Et avec des parents qui n'avaient aucune conscience de ça, qui étaient complètement à la masse sur cet aspect. Donc ça a été vraiment, vraiment compliqué. Mes résultats scolaires en chute libre et tout ça. Donc avec des parents qui captaient rien. Voilà. Donc non, ça a été assez atroce. Et voilà. Et puis peut-être aussi, on colle pas mal d'étiquettes aujourd'hui sur les enfants et tout ça. Mais moi, je pense que j'ai jamais fait de diagnostic. Mais je me considère comme ce qu'on appelle aujourd'hui HPI. Donc avec sûrement des bonnes compétences intellectuelles, mais pas forcément
c'est pas forcément corrélé à, à produire du travail et être très sérieux à l'école. Et je pense que le collège, pour moi, c'était pas du tout l'idéal. Aujourd'hui, j'étais clairement pas fait pour le collège. Et donc, ça a été compliqué parce que bah, j'avais des compétences et je les exploitais pas. Et c'était toujours ce discours qui ressortait avec mes parents. T'es un bon à rien, tu t'exploites pas tes capacités. Donc, là, la construction, la confiance en soi réduite à néant et tout ça. Enfin, donc, ouais, pas vraiment drôle cette période d'adolescence. Alors là, la consommation de la drogue, elle a dû commencer par la cigarette en fait, parce que c'est quand même une drogue dès la sixième en fait, dès que me suis heurté à ce collège qui était violent et tout ça, il a fallu que je me suis construit une identité de dur, de mec qui, enfin voilà, tout mon aspect criait que j'étais un tout petit, très fragile et tout ça, et j'ai dû me construire une identité de mec respectable et tout ça. Donc j'ai commencé à fumer des cigarettes très tôt, donc dès la sixième et tout ça, pour m'intégrer à des groupes un peu alternatifs, les mecs qui étaient un peu différents et tout ça. Donc ça a commencé par ça, puis après il y a le cannabis qui est arrivé en quatrième, avec un copain là qui était en classe avec moi et qui m'a initié à tout ça, donc ça s'est passé comme ça quoi. Donc d'abord la cigarette et puis le cannabis ensuite en quatrième. Je me suis construit une identité un peu romancée, un peu fictive sur ça, mais ça en tout cas ça m'a permis en tout cas de rattraper la confiance que j'avais pu perdre par le système collège, le système éducatif quoi. Ce que j'ai perdu d'un côté, je l'ai rattrapé par moi-même de l'autre. J'ai clairement eu un rapport assez individuel dans la consommation de drogue. C'est clairement un pote qui m'a initié et qui m'a fait découvrir un peu la vie, enfin qui m'a initié à plein de conneries, enfin voilà, qui m'a, je sais pas, enfin moi j'ai cette image qui a cassé mon petit côté catho, quoi, qui s'est fait un plaisir de ça, quoi. Lui il était plus initié, il était d'une autre ville, il était plus indépendant, plus exposé à plein de choses, enfin plus ouvert. C'était plutôt un rapport d'individu à individu. J'ai pas fait partie de groupe, j'ai pas fait des soirées et tout ça. Enfin, j'étais assez isolé en fait. J'ai tout de suite un rapport très isolé dans la drogue, et notamment le cannabis. Enfin, je me suis réfugié là-dedans à fond la casse et je me suis très vite coupé en fait de la vie et de ce que j'aurais pu vivre en fait en tant qu'enfant de quatrième, de troisième et puis même au lycée un petit peu après quoi. J'ai fumé peut-être un pétard une fois, puis ça n'a pas franchement marché. Et un jour, ce même copain est arrivé avec un bang, une pipe à eau là, qui permet de concentrer les effets. Et selon moi, enfin dans mon regard, c'est une de mes premières crises mystiques, quasiment une révélation mystique. Enfin, il y a eu un on et un off, quoi. Enfin, un off et un on, du coup. J'étais éteint et pouf, en 30 secondes, j'ai compris tout sur la vie. Enfin, ça a été assez radical et du coup, la perception qu'il y avait, ouais, qu'il y avait une autre réalité possible et surtout une autre identité possible, que j'étais pas obligé de suivre le moule qu'on avait tracé pour moi. Ouais, c'est vraiment dans ça que je me suis construit, dans la possibilité d'échapper à la norme un peu, quoi, de me construire une personnalité dans cette différence. C'est plus dans ça que je me suis inscrit assez rapidement. Les autres drogues, ça a dû arriver au lycée. Clairement, la seconde, ça a été l'ecstasy. En fait, bah, au bout d'un moment, le cannabis, c'était chouette, hein, mais j'avais l'impression de faire le tour. Et puis, j'avais surtout envie de continuer à explorer ma conscience, et élargir un peu ma vision des choses. Donc, c'est l'ecstasy ensuite qui est arrivé avec un autre copain, du coup, le copain du lycée avec qui pareil, j'ai eu un copain de collège qui m'a initié au cannabis, et c'est avec un copain de lycée que j'ai expérimenté d'autres substances. Et qui a encore changé encore plus de cette vision du monde que j'avais, quoi. Mais alors, encore une fois, pour le pire et le meilleur, parce que je suis tombé assez rapidement dans une spirale avec l'ecstasy. J'en consommais festivement le week-end, et puis j'ai commencé assez rapidement à consommer beaucoup trop, et dans la semaine et tout ça, même avant d'aller en cours, et ça m'a complètement mis dans un autre monde où j'avais l'impression d'être complètement au-dessus des gens, au-dessus des autres, ouais, que j'étais un être éveillé, enfin dans une illusion d'éveil, alors que je pense qu'avec du recul, j'étais complètement perché, enfin c'est certain, mais moi en tout cas, ça m'a... Et nous deux d'ailleurs, parce qu'on l'a vécu à deux, cette sorte d'illumination on s'est construit dans le fait qu'on avait été éveillé, on avait accès à... Enfin voilà, on était sorti de la matrice en gros, quoi. Pour mettre des mots plus simples à comprendre, mais du coup ça a été cette deuxième phase dans les expérimentations des substances. Bien sûr que si, j'avais conscience des dangers, j'avais conscience des addictions et tout ça, mais
Mais non, en même temps, j'avais pas conscience et puis j'étais persuadé que ça m'arriverait pas à moi, que j'allais garder contrôle. Mais en fait, tu tombes tellement dans des... La réalité est tellement folle, est tellement mieux. Et puis bah, voilà, quand en plus tu cherches à échapper éventuellement à des problèmes, enfin voilà, que tu cherches à noyer tes chagrins, tes peines, tes traumas là-dedans, parce que je pense que quand tu commences à consommer addictivement une substance, il y a toujours de ça un peu, bah forcément tu tombes encore plus loin et encore plus fort. Alors le LSD, pas du tout. Étonnamment, le LSD, il est arrivé très tardivement, là, il y a à peine 2 ans. J'avais sûrement l'envie énormément de consommer plein de choses, mais j'avais pas l'accès au réseau qui me permettait d'acheter toutes ces choses-là. En fait, j'ai du mal à me souvenir par rapport à mon âge, quand est-ce que Internet est arrivé dans la vie, mais en gros, quand est-ce que j'ai pu commencer à commander des bouquins, bah voilà, l'Esprit Frappeur et le Lézard, pour pas les citer. C'est clairement cet accès à cette littérature-là qui a généré les fantasmes et les envies de connaître toutes ces substances que je découvrais dans ces bouquins. Bah, le premier, c'était les plans des dieux, quoi. Les plans des dieux, les plans de l'amour, mais qui est moins équivoque, mais les plans des dieux. Enfin, c'était un catalogue de trucs à tester pour les années à venir, quoi. Même si c'était le catalogue des produits naturels. Et puis après, bah, il y a eu aussi, il y avait d'autres bouquins, là, je me souviens plus trop, mais Trips, eux comme Ecstasy, enfin voilà, qui parlaient plus des substances chimiques. Mais clairement, pour moi, les bouquins du lézard, ça a été le catalogue des choses à tester pour les 20 ou 30 prochaines années, quoi. Alors, Les Plans des Dieux, c'est un ouvrage de référence d'une édition qui était clairement alternative, qui proposait des bouquins autour de la drogue, là. Et ce bouquin Les Plans des Dieux reprend en gros toutes les plantes antéogènes ou hallucinogènes qui existent sur Terre. J'ai un peu la vision d'un catalogue de défense, même si c'est la vision que j'avais à l'époque quand j'étais un peu plus jeune, mais voilà. Pour mettre ça entre les mains d'un jeune comme moi de 20 ans, ouais, ça ressemblait quand même pas mal à un catalogue de la défense, même si en fait c'est quand même un truc assez scientifique. Mais... Alors du coup, l'histoire avec la datura, c'est que bah, voilà, dans les plantes de Dieu, bah, il y avait plein de plantes qui poussent dans les trois quarts de la planète. Le truc qui m'aurait plu le plus, c'était les champignons, mais je n'avais pas accès, je n'avais pas les réseaux pour ça, et on pouvait pas commander encore avec Internet. Et du coup, bah, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui poussait autour de chez moi, et j'ai découvert les plantes de sorcières, là, ce qu'on appelle les plantes de sorcières, donc la datura, la juscam, la belladone, ces plantes qui ressemblent plus à des poisons qu'à des plantes hallucinogènes, vraiment. Et voilà, j'ai pris conscience que potentiellement ça poussait autour de chez moi, et voilà, du coup, bah, pendant quelques mois... j'avais ça en tête, j'avais les images de ces trois plantes, pour citer qu'elles, parce que je savais que c'était les plus fréquentes. Et un jour, en allant à la fac, dans la ville où j'habitais, et bah pouf, je tombe sur un plant de datura. Donc, bah yes, quoi, trop cool. Je remplis mon sac à dos avec ce plant-là, je cueille des fruits, des feuilles, des fleurs, et puis je ramène ça à la maison, avec l'idée d'expérimenter la datura, quoi. J'avais la notion que c'était dangereux, clairement, parce que bah, dans les plans des dieux, ils disent clairement voilà, qu'il y a un risque létal et tout ça, enfin que c'est dangereux, il y a un certain risque et tout ça. Mais en même temps, moi je suis un aventurier, quoi. Vas-y, je veux continuer cette aventure et je suis prêt à prendre des risques. Après, je pense que je suis terriblement inconscient aussi. Enfin, j'ai cette folie enfin, je sais plus exactement quel âge j'avais, mais en tout cas autour de 20 ans, cette folie qui fait que tu te poses pas de questions, quoi. Donc j'ai juste envie de tester ça et quel qu'en soit le prix à payer, en fait, je me pose même pas la question de si je vais me mettre en danger et tout ça. Je veux juste expérimenter quelque chose de nouveau et de naturel en plus, quelque chose que j'ai trouvé moi-même, pas que j'ai acheté d'une qualité douteuse au marché, machin. Non, j'ai ce matériel-là avec moi et du coup, je commence à consommer voilà, des petites tisanes. Je pile des graines à fond, là, je les écrase dans de l'eau chaude et tout ça. Et je consomme pendant plusieurs jours sans trop ressentir les effets, quoi. Et j'enchaîne, je sais pas, 2, 3 tisanes par jour, là, ou peut-être plus, je me souviens plus trop, quoi. Et puis au bout de quelques jours, je commence à m'apercevoir que j'ai pas le sentiment d'être dans un état altéré de conscience. Je souffre plus des syndromes physiques, c'est-à-dire j'ai une mydriase de fou, enfin, j'ai la pupille qui se bloque complètement dilatée. Donc je souffre de ça parce que je vais à la fac en plein soleil, je vois rien du tout, je suis obligé de fermer les yeux parce que la pupille est censée se contracter quand il y a du soleil. Et là j'ai la pupille qui capte beaucoup trop de lumière, donc je suis ébloui, je suis à l'arrêt de bus, je suis obligé de fermer les yeux dans le bus. Enfin, j'arrive plus à pisser, j'arrive plus à manger parce que j'ai la gorge qui brûle et tout ça.
Je suis de ma mère à la table qui dit mais t'as vu la tête que t'as, quoi, qu'est-ce que t'as encore fait? Enfin, je devais avoir des yeux de lapin. Enfin, je sais pas trop, mais ouais, bref, je devais avoir une drôle de tête, quoi. Du coup, j'ai pas trop le souvenir d'état altéré de conscience. C'est plus après coup, en fait, que je me rends compte que j'étais dans un rêve, que j'ai complètement déliré, parce que de toute façon, c'est un délirogène, donc j'ai pas franchement de souvenir de l'expérience en termes de conscience, mais plus des effets physiques que ça a causé, de l'empoisonnement, de la sensation d'empoisonnement qui a mis vraiment longtemps à redescendre, quoi. Je me souviens plus très bien de l'échelle de temps, mais je pense plusieurs jours en tout cas, et sûrement plusieurs semaines pour atterrir et comprendre que waouh, j'ai vécu dans un autre monde pendant plusieurs semaines, quoi, sans m'en rendre compte, quoi, en fonctionnant normalement à peu près au quotidien, mais en souffrant aussi physiquement, quoi. Donc c'est un peu une expérience étrange, pas très enrichissante, et j'en retire pas. Je me rappelle pas très bien de l'état psychique dans lequel j'étais. Par contre, de l'état physique, ça, je m'en rappelle très bien de cette souffrance physique. Enfin, je l'ai carrément vécu comme un empoisonnement, en fait. Internet, ouais, je me souviens que, voilà, comme plein de gens, j'ai commandé sur les sites qui étaient très connus à l'époque, qui permettaient. J'ai même connu cette époque où on pouvait commander des champignons frais ou des champignons secs. Aujourd'hui, on peut seulement commander des truffes, mais vraiment des champignons, quoi, des bons champignons, notamment les hawaïens, là, qui sont un petit peu différents des psilocibe classiques. Et la possibilité aussi de commander des kits, donc de produire soi-même ces champignons. Et c'était complètement fou. Enfin, ça ouvrait des portes, enfin, ouais, et puis la possibilité de consommer en fait des produits de qualité, d'être moins tributaire d'un marché douteux, d'un marché noir où tu sais jamais trop la qualité. Voilà, tu chopes des champignons frais sur internet ou des kits, bah, t'es sûr à 100% de la qualité, enfin quasiment à 100%. Tu maîtrises un peu la chaîne de ce que tu ingères, et c'était assez rassurant et assez agréable, en fait, d'avoir la sensation d'ingérer des produits de qualité, en fait. C'était un peu ça l'esprit. Alors la première grosse prise de champignons, c'était suite à... C'était un kit que j'avais commandé, donc j'avais fait pousser les champignons, et ça s'est fait un peu de manière opportune. Oui, opportuniste. Ils étaient prêts un week-end, et du coup j'ai pris ça avec un de mes frangins, et puis des potes à lui. Voilà. Et je me souviens que c'était 30 grammes frais, donc ça correspond à peu près à 3 grammes secs, ce qui fait quand même une dose assez importante. Et je me souviens de redécouvrir le monde, de voir tellement le monde sous un regard différent, d'une sensation de fusion totale à mon environnement qui était pas fou, hein, parce qu'on se baladait dans le quartier, c'était pas dingue non plus, mais quand même un sentiment de communion avec l'univers, ouais, une joie extrême, enfin, et une sensation que, euh, qu'un autre monde était possible, qu'une connexion à ces mondes-là allait être très bénéfique, en fait, pour moi, que j'allais pouvoir en tirer des leçons, et que ça allait changer ma vie, en fait. Je crois que j'ai eu vraiment ce sentiment-là ce soir-là, que j'allais complètement changer le regard que je posais sur le monde, et que ça serait bien que peut-être que ça allait changer aussi la façon de consommer de la drogue, que ça serait moins néfaste et plus productif, du coup. C'est peut-être ce changement de vision des choses, que je prendrais moins de la drogue pour me défoncer et m'abrutir, ou fuir. Et là, ça serait le contraire, ça serait plutôt au contraire, pour pas fuir, mais vraiment pour affronter les choses, changer le regard, et intégrer des nouvelles façons de penser et tout ça. Et je pense que ça m'a complètement émerveillé et excité, cette possibilité de me dire que, bah vas-y, ouais, j'ai possibilité de m'améliorer en tant qu'être humain, ouais, ouais. Ça a été fou, ce sentiment-là. Ouais. Et encore aujourd'hui, 20 ans après, j'ai ma vision du monde au quotidien, ma vision des gens, ma perception des choses qui m'entourent, elle est clairement corrélée à cette unique expérience, enfin, cette première expérience complètement forte qui s'est inscrite très très fort en moi. La suite, en fait, c'était la découverte du Darknet, tout simplement, quoi. C'est ce qui m'a amené à consommer, à vouloir consommer toutes les drogues dont j'avais entendu parler, pour vraiment expérimenter, tout en sachant que ça allait pas beaucoup m'élever, tout ça. Mais voilà, toujours pareil, le côté aventurier, le côté expérimentateur. J'avais envie, dans tous les cas, dans ma vie, de tester ces autres drogues. Donc, ouais, la découverte du Darknet, ça m'a clairement mené à ça.
Non, j'ai pas eu un rapport démesuré avec ces substances-là parce que, bah, clairement déjà ça coûtait beaucoup de sous et que moi j'avais une consommation de cannabis à gérer qui aspirait la totalité de mes revenus, de petits boulots que je pouvais faire ou de combines et tout ça, mais donc non, non, clairement pas, j'avais pas les moyens de tomber dans ça, et pas forcément le besoin non plus, enfin je crois que le cannabis noyait suffisamment ce que j'avais à noyer pour rajouter quelque chose. Non, c'était vraiment d'expérimenter, donc la cocaïne, l'héroïne, de baser la cocaïne aussi, de la fumer, de la transformer pour qu'elle soit plus concentrée, enfin voilà, qu'elle se rapproche de la forme qu'on appelle le crack. Donc voilà, non, c'était assez épisodique, épisodique pardon, c'était plus les week-ends ou à l'opportunité quand j'avais occasion de choper et tout ça, quoi. Alors ça me mène à quelque chose d'autre, ça a été la découverte du tramadol ensuite. Alors je me souviens plus très bien dans le contexte, je pense que c'est... Bah voilà, j'avais des connaissances ou la possibilité, je côtoyais des milieux où j'avais la possibilité d'y avoir accès, et là ça a été une autre découverte, et par contre là je suis vraiment tombé dans cette spirale négative, quoi. Parce que pour moi c'était fantastique, bah déjà un produit légal, facilement trouvable, beaucoup plus que l'héroïne, qui potentiellement ne coûte pas de sous, parce qu'on peut se le faire prescrire et tout ça, ou y avoir accès en tout cas. Alors le tramadol, c'est enfin, un analgésique donc, qui supprime la douleur de palier 2, donc c'est moins fort que la morphine, mais c'est plus fort que le paracétamol. Et donc on l'utilise surtout pour les douleurs, c'est prescrit pour ça en tout cas. Et ça a des effets très différents selon les personnes. Il y a des personnes qui détestent ça parce que ça endort complètement. Et moi je fais partie de l'autre catégorie qui... C'est extraordinaire pour moi, ça faisait l'effet d'un ecstasy, vraiment un effet très stimulant, très empathogène, ouais, voilà, qui me connectait à une énergie très très positive. Et en même temps, bah, du coup, le côté analgésique où tu sens plus la douleur, donc un côté dopant quand tu fais certaines activités. Voilà, rien que mon travail, en fait, je supportais des journées importantes sans souffrir, enfin voilà, ce qui me mettait parfois en décalage avec les gens avec qui je travaillais, parce que, bah oui, moi j'avais la patate et les gens étaient épuisés à côté de moi. Donc voilà, ouais, clairement un produit dopant qui faisait que la vie était speed et facile à supporter et tout ça, et voilà. Mais en même temps, bah du coup, pas simple à gérer non plus, quoi. Super addictif parce que formidable, enfin, tu te réveilles, tu sens que ton humeur elle va pas être folle, parce que de toute façon tu es en train de cuver la journée d'avant, et bah formidable, une petite pilule de tramadol et puis tout va bien, enfin tu, tu effaces tout, et en même temps, bah, comme toutes les addictions, enfin ce leurre du bonheur, enfin voilà, que ta journée elle est formidable grâce à ça, et puis en fait ça génère aussi plein de stress parce que bah il en faut toujours plus et machin, et du coup bah en fait tu tombes dans cette spirale de bénéfices et conséquences. Enfin voilà, tu bénéficies clairement de ce bon mood, et en même temps bah, tu pâtis à fond bah, voilà, de ce toujours plus ou de... Ouais non, c'est ouais, voilà, la spirale des addictions, quoi. Donc vraiment pas cool, quoi. JB a remplacé le cannabis par le tramadol et n'a franchement pas gagné au change. C'est le coût classique du remplacement d'une addiction par une autre qui ne règle rien au problème de base. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous avez la possibilité de soutenir le podcast grâce à une page Tipeee dont vous trouverez le lien en description. Dans le prochain épisode, JB nous racontera comment et pourquoi il a fini par sortir de cette relation toxique avec les drogues. D'ici là, portez-vous bien.